Bonsoir. Bonsoir. Donc nous c'est Léo et Di. On a une chaîne YouTube qui s'appelle Interesting Movies. Et on va pas vous mentir, on est un peu effrayés. Mais c'est pas votre faute, hein. C'est juste que bon, vous êtes un certain nombre et parler devant des gens de manière générale, c'est quand même assez effrayant. Donc, parler devant beaucoup de gens quand on n'en a pas forcément l'habitude, c'est une expérience qu'on pourrait qualifier de terrifiante. La terreur, c'est l'angoisse mêlée au suspense. C'est-à-dire qu'on se pose plein de questions. Est-ce que je vais réussir? Je suis en train d'endormir la salle. C'est normal que j'ai envie de vomir? Non, c'est pas normal. Et si l'objet de la terreur se concrétise, on entre dans ce que l'on appelle communément l'horreur. Aujourd'hui, c'est Halloween, une période de l'année consacrée à la peur, justement, où on la met en scène. Et nous deux, vu qu'on est cinéphiles, quand on parle de mise en scène, on pense directement au cinéma. Et tout naturellement, on est venu vous parler de films d'horreur. Mais il est déjà important de préciser qu'on n'a pas tous les deux le même rapport à ce type de cinéma. Oui, parce que personnellement, j'ai découvert l'horreur en trébuchant dessus par hasard, quand mes parents m'ont malencontreusement montré un film qui m'a empêché de dormir pendant une semaine. Et puis, du coup, j'y ai vu aucun intérêt, et du coup, j'ai laissé le truc, quoi. Je voulais pas m'y replonger plus que ça. Et puis, comme avec un livre qu'on ferme après en avoir lu seulement les 3 premières pages, j'ai décidé d'y revenir, 10 ans après. La seule différence, c'est qu'entre-temps, j'avais appris comment on fait un film, et du coup, je n'ai jamais découvert les films d'horreur avec le regard d'un cinéphile, enfin, d'un néophyte, en fait, d'un spectateur. Alors que moi, j'ai découvert l'horreur à un moment de ma vie où j'étais moins à même d'avoir une réflexion assez poussée, mon adolescence. Et ce qui fait que j'ai un rapport presque nostalgique à ce type de cinéma. C'est parce que ça me ramène à des soirées entre potes à flipper devant Paranormal Activity. Moi, j'étais juste là en mode « Oh, ça fait même pas peur d'abord !» Et du coup, mon esprit critique s'est développé d'une toute autre manière. Déjà, il y a certains films que j'ai vus étant plus jeune que je trouvais effrayants, qu'aujourd'hui je vois et je trouve plutôt mauvais. Et même de manière générale, notre rapport à l'horreur a bien évolué. Par exemple, je sais que mes parents étaient effrayés devant L'Exorciste. Moi, j'aime bien, mais je trouve ça un peu kitsch. En fait, ce qui est fou avec l'horreur, c'est que peu importe le rapport qu'on entretient avec ce genre de cinéma, c'est-à-dire que l'on soit un vrai aficionados ou que l'on en regarde juste un de temps en temps, on ne peut pas vraiment se dire « Tiens, ce soir, j'ai pas trop envie de réfléchir, je vais me mettre un film devant lequel m'endormir, tiens, pourquoi pas Massacre à la tronçonneuse ?» On a tous un rapport à l'horreur qui est différent, comme on vous l'a dit avec Eddie. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir que l'horreur a eu un rapport assez singulier avec notre histoire, puisque beaucoup de modes horrifiques ont été lancés par des événements historiques, comme par exemple la multiplication d'affaires de tueurs en série dans les années 60 aux États-Unis a motivé d'une certaine manière l'arrivée de ce qu'on appelle les films de slasher. Les slashers, c'est ces tueurs masqués qui massacrent un à un les protagonistes de notre film. Bon, les plus connus sont Halloween, Vendredi 13 et Freddy les Griffes de la Nuit. Aujourd'hui, pour se faire peur, il suffit d'allumer la télé ou de traîner un peu trop sur Internet. L'horreur se trouve dans le réel, comme toujours, et comme toujours, ça influe le cinéma. Au début des années 2000, après de nombreux scandales qui ont éclaté suite aux exactions de l'armée américaine en Irak, on a vu fleurir de plus en plus de films qui étaient beaucoup plus radicaux dans leur représentation de la violence et qui étaient donc de plus en plus gore. Donc on a vu apparaître des films comme Saw, Haute Tension ou Hostel qui allaient de plus en plus loin dans les scènes de torture. Vous avez vu, c'est super fun comme conférence. Hein. Et même si le cinéma évolue, nous, le cinéma d'horreur, on le considère toujours un peu comme un genre à part. Parce que c'est vrai que si vous allez devant un cinéma et que vous regardez ce qu'il y a à l'affiche, s'il y a à l'affiche un film d'horreur, en général, vous le remarquez tout de suite. Parce que son affiche va se démarquer des autres. En général, c'est dû aux couleurs qui sont utilisées, donc le rouge, le noir ou le blanc, le rouge du sang, le noir de la pénombre et le blanc qui rapporte souvent aux fantômes. Une écriture un peu bizarre et surtout une image choquante. Enfin, c'est vrai que c'est flippant d'avoir quelqu'un accroché à son plafond comme ça, quoi. En fait, tous les genres, on pourrait dire qu'ils sont à part, parce qu'on a le drame, la comédie, l'horreur, la science-fiction. En fait, ils ont chacun leurs caractéristiques, leurs codes, leurs spécificités. Pour ce qui est du cinéma d'horreur, comme on cherche à faire peur, la peur, c'est pas forcément une émotion qu'on recherche au quotidien. La plupart des gens, d'ailleurs, s'accordent à dire que c'est une émotion assez négative. Et le truc, c'est que
on peut rapprocher l'horreur d'un genre qui lui ressemble beaucoup et qui est beaucoup plus mainstream, beaucoup plus tout public. Et ce genre, c'est la comédie. Parce que, en fait, si vous voulez, la comédie essaie de vous faire rire et les films d'horreur essaient de vous faire peur. Donc là où l'un construit des gags et des répliques qui font mouche pour vous faire rire, de l'autre côté, on construit une ambiance, on vous met mal à l'aise pour mieux vous faire peur. En fait, c'est deux genres de cinéma qui demandent un véritable sens du timing, une véritable attention au niveau de la mise en scène pour que les scènes clés fassent mouche. Et c'est assez difficile dans les deux cas, en fait. Pour se figurer le truc, on va analyser très rapidement deux scènes, on va comparer deux scènes, une scène d'Insidious et une scène de La Soupe aux choux. Et vous allez voir qu'elles sont construites toutes les deux à peu près pareilles. C'est deux scènes de dialogue. Donc d'abord, on a le placement des personnages, donc d'un côté, l'un des personnages de la scène et de l'autre côté, l'autre personnage. Ensuite, au bout d'un moment dans la scène, on arrive à un espèce de point d'orgue, un moment où on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer, pour finalement créer une rupture qui permet donc le gag d'un côté et l'élément qui fait peur de l'autre côté. Donc dans les deux cas, un élément surprenant, que du côté du film d'horreur, on va appeler screamer ou jumpscare. Pour que vous vous figuriez le truc, on va regarder très rapidement la fin des deux scènes. Il y en a d'autres sur le derrière. What? Voilà, donc en gros, retenez que Vendredi 13 a beaucoup plus en commun avec Bienvenue chez les Ch'tis que vous voulez bien le penser. Ça, c'est quelque chose de très classique en termes de mise en scène. Le but, c'est pas de tout le temps faire la même chose, pas tout le temps les mêmes gags, pas tout le temps les mêmes scènes horrifiques. Parce que par exemple, si je vous montre ça, bon, là, ça a peut-être marché. Ça a peut-être marché. J'ai pas trop vu, mais si ça a marché, si je vous le remontre une deuxième fois, vous allez juste trouver ça agaçant. Enfin, c'est basé sur la surprise majoritairement, et donc pour vous faire peur, il faudrait que je trouve une autre manière de le faire. Il faudrait que je renouvelle un petit peu cet effet. Et ça, on le sent beaucoup tout au long de l'histoire. Si vous regardez un film d'horreur des années 70-80, vous n'allez pas forcément avoir peur parce que les effets peuvent vous sembler un peu datés. Bon, il y a des films qui arrivent à rester intemporels. Hein. Je sais que par exemple, Alien, pour moi, me fait encore peur. Un bon moyen qu'on a trouvé pour renouveler le genre dans les années 90, c'est le found footage, justement. Le found footage, littéralement métrage trouvé ou vidéo trouvée, c'est ce genre de film dans lesquels le tournage fait partie de l'univers du récit. Par exemple, souvent, le caméraman est un des personnages du film. Pas tout le temps, mais souvent. Et les plus connus sont Rec, Paranormal Activity et The Blair Witch Project. C'est peut-être sans doute qui a commencé un peu d'ailleurs la mouvance. Et du coup, on a des images qui sont extrêmement... qui ont un côté hyper réaliste et qui en deviennent d'autant plus terrifiantes du coup. Who is that? Jesus! Sorry. Sorry, babe. Sorry. Did you see something? Hi. Après, c'est marrant parce que on remarque tout de suite les gens qui sont réceptifs au cinéma d'horreur. Par exemple, la première fois que j'ai proposé à Léo de regarder un film d'horreur, il m'a dit un truc genre « Ouais, non, c'est pas trop mon truc. » En fait, à l'époque, je voyais pas l'intérêt. Parce que c'est comme les gens qui n'aiment pas les manèges de la sensation, en fait, ils pensent que ça ne sert à rien. Mais le truc, l'amalgame à ne pas faire, c'est de penser que les films d'horreur sont comme les manèges à sensation, dans le sens où ce ne sont que de simples divertissements. Avec un film, on va avoir tendance à vouloir aller un peu plus loin quand on veut faire les choses à fond, c'est-à-dire à vous donner une petite réflexion, un petit message, à avancer un propos quand même, tout au long du film. Et du coup, pourquoi le faire par le biais de la peur? Parce que si la peur c'est une émotion très forte, c'est aussi un outil. Dans le monde réel, on a vu la peur être utilisée à des fins très néfastes. On peut même dire que c'est l'outil des tyrans pour contrôler les populations. Alors que dans les mains d'un réalisateur, la peur, ça peut être un outil très efficace pour faire passer un message notamment. C'est vrai que le cinéma d'horreur est souvent considéré comme un divertissement. Même un divertissement pour ados, si on veut être plus précis. Et ça date pas forcément d'hier. Dans les années 30, 40, 50, déjà, les films d'horreur étaient considérés comme des films de série B ou de série Z. Donc, pas forcément très intelligents et surtout divertissants. Et si c'est vrai pour certains d'entre eux, on peut trouver des exemples qui prouvent complètement le contraire. Et par exemple, le Frankenstein de 1931. Donc même si vous ne l'avez pas vu, vous le connaissez, c'est un film culte.
enfin c'est surtout la créature qui est culte, vu que c'est ce film-là qui a lancé sa popularité. Et à l'époque de sa sortie, ça a été un succès phénoménal. Il a fait énormément d'entrées, ça a été considéré comme l'un des meilleurs films de son année, et aujourd'hui encore, c'est considéré comme l'un des meilleurs films de sa décennie. Et rien que ça, pour un film d'horreur de l'époque, c'est assez fort, marquer l'histoire comme ça. Sauf que ce que les gens oublient beaucoup, c'est toute la portée thématique qu'il avait. Il a un propos qui se rapproche assez de La Belle et la Bête. Mais quand on s'intéresse au réalisateur, James Whale, on se rend compte que c'est même encore plus intéressant que ça, parce que James Whale était ouvertement homosexuel. Et dans les années 30, c'était pas forcément accepté et pas forcément très bien vu, on va pas se mentir. Voilà, quand on sait ça, on se rend compte que l'histoire de Frankenstein, enfin du monstre de Frankenstein, qui est l'histoire d'une créature qui est rejetée par le monde juste à cause de sa nature, on peut se rendre compte que ça avait quelque chose d'assez personnel pour le réalisateur. Il est clair que le film parle du rejet de la différence. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire avec l'horreur, c'est parler de la peur de manière générale. La peur de l'inconnu, la peur d'une idéologie, comme la peur du communisme pendant la guerre froide, ou la peur du passé, quand on touche aux fantômes notamment. C'est assez pertinent d'utiliser la peur pour mieux en parler. Un réalisateur qui aime beaucoup faire ça, dans ses films d'horreur, c'est M. Night Shyamalan, que vous connaissez peut-être pour le succès qu'a été Le Sixième Sens, The Village ou plus récemment The Visit. Dans ces films, en fait, il aime que ses héros soient face à leur peur, qu'ils doivent les affronter. La plupart du temps, c'est la peur de l'inconnu, mais peut-être aussi tout simplement la peur de soi-même, pour beaucoup de ces héros. En fait, les réalisateurs savent que la peur vous marque, et du coup, pour faire passer un message, ça devient un outil très pratique. Déjà, si les images, enfin les films qu'on voit se veulent de plus en plus choquants, c'est pas pour rien. C'est parce que les images qu'on vous montre, on veut qu'elles s'impriment dans votre tête. Donc de là découle l'intérêt des films gore dont on parlait un petit peu plus tôt. Mais si on peut vous faire peur en vous montrant des trucs, on peut aussi vous faire peur en vous en montrant le moins possible. Et c'est là que intervient l'utilité du hors-champ. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle, le hors-champ, c'est tout ce qu'on ne voit pas à l'écran, c'est tout ce qui est littéralement hors du champ de la caméra. Et dans les films d'horreur, on s'en sert pour jouer sur votre imagination, jouer sur votre inconscient, pour vous faire peur sans forcément que vous voyez quoi que ce soit. Comme par exemple dans ce petit extrait. Voilà. En fait, l'enjeu majeur du travail d'un réalisateur de film d'horreur, c'est de se dire qu'est-ce qui va être le plus efficace entre montrer ou ne pas montrer, et qu'est-ce qui va correspondre le plus aux émotions et aux messages que j'ai envie de faire passer. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est notre responsabilité dans tout ça, parce qu'on décide volontairement de s'infliger les 2 heures de torture que peuvent être certains films d'horreur. Pourquoi est-ce qu'on s'inflige, enfin ça peut paraître paradoxal, pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Si vous regardez des films d'horreur, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous les aimez? Personnellement, j'aime plein de trucs dans les films d'horreur. Déjà, il y a le goût du mystère, j'aime bien tout ce qui touche au paranormal. Ensuite, en tant que cinéphile, j'aime bien être surpris par un bon film d'horreur qui va réussir à me faire peur d'une manière complètement inattendue. Mais surtout, il y a le côté dépassement de soi, la sensation qu'on a à la fin du film où on se dit oh, « j'y ai survécu quand même ». Et ce côté dépassement de soi, pour les ados, comme moi, c'est un passage presque obligé, puisque à cet âge-là, on aime bien se tester. Et regarder un film d'horreur, c'est un bon moyen de le faire sans forcément prendre de risques inconsidérés. Ça fait partie du rite de passage à l'âge adulte pour les adolescents, souvent affronter sa peur, trouver son courage. Et du coup, de plus en plus de productions de films horrifiques s'orientent justement vers ce public jeune, parce qu'ils savent qu'il est particulièrement populaire dans cette tranche d'âge. Le truc, c'est qu'il en résulte souvent des films qui sont pas toujours très bons. Et ça, disons que ça contribue à catégoriser le film d'horreur comme un genre de film pour ados un peu bébête, qui veut juste faire peur et qui délaisse un but un petit peu plus profond. Alors que c'est pas le cas, on l'a vu avec James Whale notamment. Du coup, en fait, l'expérience sociale qu'on peut vivre devant des films d'horreur, c'est quelque chose qui nous fait oublier beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que l'intérêt des films d'horreur, c'est aussi de se rassembler, de faire face aux films ensemble. Et si vous regardez des films d'horreur, est-ce que vous les regardez seuls? Vous les regardez seuls? Non? Non plus? Vous êtes moins courageux que la séance de 16 heures, du coup. Moi, je dirais oui parce que madame n'aime pas. Ah. Personnellement, j'aime bien regarder des films d'horreur seul. J'adore les insomnies. Mais
paradoxalement, les expériences de films d'horreur qui m'ont le plus marqué, c'est l'expérience que j'ai vécue à plusieurs en général. Et une en particulier, c'est la première fois que j'ai vu le film It Follows de David Robert Mitchell. Je suis allé le voir au cinéma avec un ami, et dans la séance, dans la salle, on n'était que 4, donc nous deux, et un couple qui était quelques rangées derrière nous. Et pendant la séance, le film était tellement effrayant que le couple, justement, est venu s'asseoir à côté de nous pour essayer de vaincre le film, quoi. Donc on a essayé de se rassurer et tout, et puis en sortant de la séance, on s'est raccompagnés, on en a discuté, et puis je vous spoil pas le film, mais on était encore assez effrayés, donc on regardait derrière nous s'il y avait rien qui nous suivait, quoi. Et quelques jours après, encore, l'expérience était si marquante que je réfléchissais encore au film, et je me suis petit à petit petit à petit à me rendre compte que des messages qu'il essayait de me faire passer, de tous les thèmes qu'il abordait, et sans une expérience marquante comme ça, j'aurais peut-être mis beaucoup plus de temps à m'en rendre compte. Donc les films d'horreur nous rassemblent, mais l'expérience sociale et la réflexion, c'est pas forcément incompatible. En fait, si on se rassemble autour des films d'horreur, pour affronter un film d'horreur, c'est pour, on va dire, réduire son côté désagréable. En fait, on cherche à transformer le sentiment de peur auquel on fait face seul en un sentiment agréable, puisqu'il est le fait d'une expérience partagée. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent en général. C'est très humain de se rassembler pour affronter un moment difficile. Cela dit, affronter un moment difficile, faire face à quelque chose de désagréable, le but du cinéma, c'est pas de passer un bon moment loin de la peur, justement. Avec le cinéma d'horreur, on passe un moment loin de nos peurs, mais pas loin de la peur. Et même quand un film d'horreur est réussi, quand l'ambiance nous prend vraiment aux tripes, on est dans l'instant présent. On en oublie nos tracas du quotidien parce que, justement, la peur nous saisit complètement. Puis c'est un peu une erreur de se dire que le cinéma veut nous procurer que des expériences agréables, parce que si c'était le cas, on n'irait pas se faire pleurer devant des drames, par exemple. Et pourtant, les films dramatiques ont toujours autant de succès. Donc, si c'est agréable de se dire qu'on a été touché par un film, ça devrait être tout aussi agréable de se dire qu'on a eu peur devant un film et qu'il nous a surpris. Et s'il y a bien un genre de cinéma qui veut vous surprendre, c'est le cinéma d'horreur.